Le comportement étrange de Raskolnikov éveille les doutes du juge d'instruction. Celui-ci le soupçonne et essaie de lui arracher l'aveu du meurtre. Une véritable lutte s'engage entre le bourreau et la victime. On est dans l'univers de l'omniprésence du bourreau où la victime est fatalement abandonnée à son sort. C'est le juge d'instruction qui parle. Ainsi, supposons que je laisse un de ces messieurs en liberté. Je ne le touche pas, je ne l'arrête pas. Il doit fort bien savoir à chaque heure, à chaque instant, ou tout au moins soupçonner que je suis au courant de tout. Je connais toute sa vie, je le surveille nuit et jour. Je le suis partout et sans relâche, et je vous jure que pour peu qu'il en soit persuadé, il arrivera par être pris de vertige et viendra se livrer lui-même. N'avez-vous jamais vu un papillon devant une bougie? Eh bien, lui, il tournera sans cesse autour de moi, comme cet insecte autour de la flamme. La liberté n'aura plus de charme pour lui. Il deviendra de plus en plus inquiet. Il s'empêtrera de plus en plus. Il sera gagné par une épouvante mortelle. Bien mieux, il se livrera à des agissements tels que sa culpabilité en ressortira claire comme 2 et 2 font 4. Il suffit pour cela de lui fournir un entracte de bonne longueur. Et toujours, il ira tournant autour de moi, décrivant des cercles de plus en plus étroits, jusqu'à ce qu'enfin, paf, il tombe dans ma propre bouche et se laisse avaler par moi. Ce qui ne manquera pas d'agrément. Dostoïevski entre dans tous les mobiles du crime. Après son aspect passionnel, psychologique, voici son aspect théorique, sociologique, métaphysique. C'est là que l'acte de Raskolnikov prend une signification plus large. Il devient un simple accident, un prétexte pour poser la question suivante. Dans quelle mesure un crime peut-il être justifiable? Non seulement les crimes que commet un homme pour soi-même, poussé par l'intérêt ou par une force obscure, mais les crimes que commettent ceux qui ont une autorisation morale, officielle et légale de l'accomplir au nom de quelqu'un ou de quelque chose. À eux tout est permis. Ces hommes frappent au hasard, sans distinguer les justes et les coupables. N'empêche, on les appelle souvent les bienfaiteurs de l'humanité. Il est même à remarquer que la plupart de ces bienfaiteurs et de ces guides de l'humanité ont fait couler des torrents de sang. Les crimes commis par eux sont naturellement relatifs et variables. Dans la plupart des cas, ces hommes réclament avec des formules diverses la destruction de l'ordre établi au profit d'un monde meilleur. Mais, s'il le faut, pour faire triompher leurs idées, ils passent sur des cadavres, sur des mares de sang. Mais cette dialectique de son crime n'apporte pas à Raskolnikov la tranquillité, l'apaisement. Aussitôt établie, elle s'écroule. Son raisonnement devient fiévreux et il s'écrie. La vieille ne signifie rien, se disait-il ardemment et par accès. C'est peut-être une erreur, mais il ne s'agit pas d'elle. La vieille n'a été qu'un accident. Je voulais sauter le pas au plus vite. Je n'ai pas tué un être humain, mais un principe. Oh, jamais. Jamais je ne pardonnerai à la vieille. Oh, comme je hais maintenant la vieille. Je crois que je la tuerais encore si elle ressuscitait. Enfin, au cours d'une conversation avec sa sœur, Raskolnikov fait la somme de son acte dont il n'a pas pu assumer les conséquences et dont les poids l'écrasent. Il accuse le monde de vivre dans un état perpétuel de crime. Mon crime? Quel crime? S'écria-t-il dans un accès de fureur subite. Celui d'avoir tué une affreuse vermine malfaisante, une vieille usurière, nuisible à tout le monde, un vampire qui suçait le sang des malheureux. Mais un tel crime suffirait à effacer une 40aine de péchés. Je n'y pense pas et ne songe nullement à le racheter. Et qu'attend à me crier de tous côtés, tu as commis un crime? Ce n'est que maintenant que je me rends compte de toute mon absurdité, de ma lâche absurdité. Maintenant que je me suis décidé à affronter ce vain déshonneur. Frère, que dis-tu là? Mais tu as versé le sang, répondit Dunia constamment. Le sang, tout le monde le verse, poursuivit-il avec une véhémence croissante. Ce sang, il a toujours coulé à flot sur la terre. Les gens qui le répandent comme du champagne montent ensuite au capital et sont traités de bienfaiteurs de l'humanité. Examine un peu les choses avant de juger.
Moi, j'ai souhaité le bien de l'humanité, et des centaines de milliers de bonnes actions eussent amplement racheté cette unique sottise, ou plutôt cette maladresse, car l'idée n'était pas si sotte qu'elle le paraît maintenant. Quand ils n'ont pas réussi, les meilleurs projets paraissent stupides. Je prétendais seulement par cette bêtise me rendre indépendant et assurer mes premiers pas dans la vie. Puis j'aurais tout réparé par les bienfaits incommensurables. Mais j'ai échoué dès le début. C'est pourquoi je suis un misérable. Si j'avais réussi, on me tresserait des couronnes. Et maintenant, je ne suis plus bon qu'à jeter aux chiens. Mon frère, que dis-tu là? Je ne me suis pas conformé à l'esthétique. Mais je ne comprends décidément pas pourquoi il est plus glorieux de bombarder le projectile d'une ville assiégée que d'assassiner quelqu'un à coups de hache. Après avoir connu tous les degrés du désespoir, après avoir vécu des semaines d'angoisse, Raskolnikov ira se dénoncer lui-même. Il est fait moins par un véritable repentir que par le besoin d'en finir, de sortir d'un univers où tout était d'abord l'appel, la conjuration au crime, pour devenir ensuite le souvenir du crime. Il sera condamné aux travaux forcés en Sibérie, où s'accomplira son repentir, sa guérison. Le cercle est fermé. Après la tentation vient le crime, après le crime, le châtiment et l'expiation à travers le châtiment. L'homme qui a assassiné devient injuste. Évidemment, ce n'est qu'une manière de résoudre le problème, et l'auteur voulait y parvenir d'une façon ou d'une autre. Dostoïevski avait d'abord pensé conduire son héros au suicide. Il le conduit au bagne, c'est-à-dire sur le chemin de l'expiation. Cette solution correspond à une des idées essentielles de Dostoïevski, celle du salut humain ou de l'espoir du salut. Par le terrible débat qui dévaste l'âme de Raskolnikov, celui-ci acquiert une sorte de grandeur. L'étudiant pauvre et obscur, que nous voyons au début, devient un martyr. La souffrance l'élimine comme elle élimine la plupart des héros de Dostoïevski. La souffrance est une grande chose, dira l'un d'entre eux. Et là, pour Dostoïevski, le caractère des révélations suprêmes. Le personnage de Raskolnikov jette une ombre sur ces livres où la misère et la prostitution côtoient le crime. Tous les autres personnages de Crime et Châtiment passent au second plan ou restent dans un état embryonnaire, telle sa mère, sa sœur, Razumihin, Sonia, la famille Marmeladov, Loujine, etc. Un seul personnage fait les contrepoids du héros principal, celui de Svidrigaïlov. C'est encore un être coupable, démoniaque même, mais il ne connaîtra pas le repentir. Il fera ce que Raskolnikov a hésité à faire. Il choisira la mort. C'est Svidrigaïlov qui donnera la fameuse définition de l'au-delà de l'éternité. Et s'il n'y avait là que les araignées ou d'autres bêtes semblables, dit-il. Dostoïevski termine Crime et Châtiment en 1866. Plus de 10 ans se seront écoulés quand il commencera à écrire, en 1877, le frère Karamazov. Il leur consacre les 3 années qui lui restent encore à vivre. Le même problème, le même pro et contra qui avait tourmenté Raskolnikov va tourmenter sous une autre forme Ivan Karamazov. Cette fois, c'est le paroxysme, le délire. Ivan Karamazov sombrera dans la folie. Il sera fini, non pas d'avoir commis un crime réel, mais d'avoir commis un crime imaginaire, et notamment celui d'avoir souhaité la mort de son père. Son frère Dimitri, pour la même raison, prendra les chemins qui mènent au bagne, puisqu'à la fin, les héros de Dostoïevski connaissent le destin de leur auteur. Pourquoi Dostoïevski jette-t-il ces personnages dans les affres de la conscience? Pourquoi les accable-t-il d'une telle souffrance? Pourquoi leur réserve-t-il d'aussi sévères punitions alors que leurs crimes paraissent insignifiants et même justifiables? C'est qu'il n'y a pas de crime qui soit insignifiant ou qui soit justifiable. Avec Dostoïevski, nous sommes dans le domaine de l'examen total de la conscience. Son œuvre repose sur cette conception fondamentale. La vie humaine est une chose sacrée. C'est le message même de son œuvre.
Il oppose un espoir et une volonté tenace aux ténèbres qu'il explore et qu'il découvre dans l'homme. On sait que l'écho a trouvé le message de Dostoïevski dans notre siècle. Quel démenti et quelle confirmation. Tout se passera contrairement à ce qu'il a souhaité et conformément à ce qu'il a redouté. On ne connaîtra ni les scrupules ni les remords de Raskolnikov. Pour faire triompher l'idée des maniaques ou pour réaliser un prétendu bonheur général, on n'hésitera pas devant la destruction d'une seule vie humaine, comme on n'hésitera non plus devant la destruction des millions de vies humaines. 100 ans après le souvenir de la maison des morts, paraîtra un autre témoignage, non moins sombre et non moins accusateur. Il s'appellera Une journée d'Ivan Denisovitch. Les idéologies donneront l'absolution quasi totale de tous les péchés. Aux uns, tout sera permis, aux autres, tout sera interdit. On réclamera de l'individu l'obéissance comme la suprême vertu. On créera un monde de conscience asservie ou atrophiée, où l'homme n'aura à choisir que d'être complice ou victime. Un monde secoué par les remords inavoués, malgré toutes les justifications, tous les interdits et tous les silences. Un monde de culpabilité générale où chacun sera coupable de tout envers tous, comme le dit Dimitri Karamazov. Faut-il s'étonner alors que Dostoïevski recule devant la hantise d'un tel monde? Il le dénonce en même temps qu'il l'annonce. Il cherche désespérément des refuges dans la tradition et dans les passés. Il pousse des cris d'alarme. Il avertit. Il lance des imprécations, des anathèmes qui l'invitent à la sainteté. Et l'un des problèmes qui sera inséparable du destin des hommes de notre temps, qui sera ce destin même, le problème du crime et du châtiment devient un thème obsessionnel de son œuvre. Dostoïevski, c'est un homme inquiet, angoissé par des catastrophes futures, par la vision d'une humanité qui s'achemine vers des crimes collectifs et vers des châtiments collectifs. L'inquiétude de Dostoïevski est celle d'un prophète. Au cours de cette émission, nos auditeurs ont entendu M. Komnen Bechirovitch, qui nous a parlé de Crimes et Châtiments de Dostoïevski. Les textes d'illustration ont été lus par Jean Négrenier. Notre émission Plaisir de la lecture est terminée.